Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous étiez très nombreux à attendre ce pont du 14 juillet avec impatience. Il signifiait pour les uns un long et beau week-end de repos, pour les autres, il marquait le grand départ en vacances en plein soleil. Il y a d'ailleurs tellement de départs que des embouteillages se sont produits un peu partout. Malheureusement, le temps reste tout à fait médiocre et certains disent même à juste titre « on n'a jamais vu ça ». Voici de 3 régions de France des images pour faire le point sur un début de saison fort décevant. 18 degrés aujourd'hui à Bordeaux et ça suffit à tout expliquer. Au mois de juin déjà, la fréquentation touristique avait été faible. Les hôteliers estiment qu'ils ont subi une perte de 40% par rapport à juin 1979. Ils espéraient mieux pour juillet. Les voilà contraints de déchanter. Les vacanciers motorisés s'en vont adorer ailleurs le dieu soleil. Les autres, pour la plupart des campeurs ou ceux qui ont loué des villas, restent cependant et attendent ici des jours meilleurs. Pour obtenir un bel effet de contraste, sautons jusqu'à Nice. Il y a du monde, mais ce n'est pas vraiment le plein succès. 3 à 5% de moins qu'en 1979 à la même date. La météo, bien que bonne, n'est pas tout à fait à la hauteur de sa réputation azuréenne. Il fait beau, mais pas vraiment chaud. Les arrivées de vacanciers cependant se succèdent à un bon rythme. Le grand déferlement ne s'est amorcé qu'aujourd'hui. Si la chaleur tarde à arriver, on bronzera quand même. Avoir la chair de poule n'empêche rien. Revenons vers l'ouest, où sur la côte du Languedoc-Roussillon, les embouteillages annoncent que les gens du Nord vont quand même faire leur pèlerinage annuel. Mais enfin, pas de difficulté encore pour trouver une place sur le sable. La saison est mal partie, les hôteliers et plagistes s'inquiètent. Un rayon de soleil pour eux ne suffit pas à faire l'été. Le chiffre d'affaires est le seul baromètre infaillible. Il est à la baisse. Remarquez que nous avons peut-être tort de nous plaindre. En Pologne, par exemple, les pluies qui se sont abattues depuis le début du mois ont été si violentes que des villages sont inondés, des ponts ont été emportés un peu partout, des centaines de milliers d'hectares de champs et de pâtures ont été envahis par les eaux. Cela dit, il ne faut plus que le mauvais temps pour empêcher les Français de partir en vacances. Quel pourcentage de la population peut-il en prendre? Qui part? Et où part-on? Jean-Jacques Dufour vous commande des chiffres fort intéressants. Cette année, les Français partiront avec leur parapluie, sûrement un peu moins loin et un peu moins longtemps. La plupart, plus exactement 80%, le feront en juillet et en août. Mais d'ores et déjà, ces vacances semblent mal parties. Les destinations 80, toujours la mer évidemment, même si les vacances chez Pépé en Auvergne, économie oblige, seront plus prisées cet été. Quant à la montagne et ses vertus, elle n'attire toujours qu'un faible pourcentage d'habitués. À noter, les spécialistes du tourisme semblent constater une diminution des déplacements à l'étranger. Très nettement à la baisse, l'Espagne, toujours en vogue, l'Amérique du Nord. L'année dernière, 500 000 Français sont allés aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, cette année, plus de 30 millions de Français partiront en vacances, des vacances qu'on prépare de plus en plus tôt. Nous ouvrons les inscriptions à la mi-janvier et à partir de ce moment-là, des tas d'adhérents viennent réserver leurs vacances de juillet et d'août à ce là. Ça change par la suite. Il est évident qu'on peut avoir une grand-mère qui se foule une cheville ou un bébé qui a la varicelle, auquel cas on change ses projets. Mais c'est vrai que très tôt, les Français décident de leurs vacances. Bien évidemment, le moyen de transport privilégié reste la voiture, suivi d'assez près par le train. L'avion, encore cher, n'est utilisé que par 5% de nos concitoyens. Ainsi, de la bousculade estivale dans les campings au renouveau du tourisme vert et en passant par la vogue toujours plus grande des vacances sportives, nous essaierons de vous montrer les grandes tendances des vacances 80 des Français, sans pour autant culpabiliser ceux qui seront heureux de rester chez eux ou ceux qui ne partiront pas, car environ 24 millions de Français ne prendront pas de vacances en 80 pour des raisons financières, professionnelles ou autres. La nuit prochaine sera pour les 2 millions de musulmans vivant en France la nuit du doute, comme l'on dit, car l'on y guettera l'apparition du croissant de lune annonçant le début du ramadan de l'année 1400 du calendrier de l'islam. Cette date du ramadan est variable et elle se trouve décalée chaque année. Le jeûne du ramadan, du lever au coucher du soleil, est l'un des 5 piliers de l'islam, les autres étant la profession de foi, les prières quotidiennes en se tournant en direction de la Mecque, l'aumône et pour ceux qui en ont le moyen, le pèlerinage à la Mecque, au moins une fois dans leur vie.
Le pape Jean-Paul II a terminé son voyage au Brésil. Il était arrivé le 30 juin dans la capitale, Brasilia. Il est reparti hier soir de Manaus, en Amazonie, après avoir célébré la messe en présence, entre autres, de 150 tribus indiennes. Après ce séjour du pape dans le pays qui compte la plus forte population catholique du monde, peut-on déjà dresser un bilan? Jean-Claude Darigo. Tous les évêques et les chrétiens du Brésil sont contents. Le pape a dit ce qu'il fallait, il a remis les choses en place. Évangile, oui. Engagement idéologique partisan, non. Oui à la lutte, non à la lutte des classes. Oui aux affrontements nécessaires, non, résolument non à la haine. En faisant l'homme chrétien, vous construirez l'homme tout court. Ce sera la contribution révolutionnaire la plus efficace que pourra offrir un christianisme authentique. Plus que jamais, Jean-Paul II, Jean de Dieu pour les Brésiliens, a confirmé l'image déjà bien tracée de lui-même. Un homme inclassable, ni à droite ni à gauche. Un homme qui séduit sans doute, mais pour mieux mobiliser les énergies. Que restera-t-il de l'événement quand les enthousiasmes se seront éteints, quand les bravos et les magazines auront rejoint le coin des souvenirs? Beaucoup de choses en vérité. Et tout d'abord, une parole que les Brésiliens attendaient, une parole libératrice qui a dit très haut et très fort ce que beaucoup ici pensent tout bas pour éviter les ennuis et parfois des choses plus graves. Ce voyage du pape au Brésil a montré les nombreuses difficultés que connaît actuellement ce grand pays. À Saint-Paul, le pape avait évoqué les conditions d'exploitation des ouvriers, et hier en Amazonie, il s'est élevé contre le massacre des Indiens. Mais il est un autre scandale qui fait la une de tous les journaux à Rio de Janeiro, c'est celui de l'Escadron de la Mort, un groupe clandestin de policiers qui, malgré la libéralisation progressive du régime, continue de faire régner la terreur. Peut-être plus pour très longtemps, car une jeune Brésilienne avec un courage étonnant a décidé la première de rompre le silence qui entourait les exactions de ces policiers. Elle s'appelle Marli Pereira Soares, elle a 25 ans, 4 enfants, elle est bonne à tout faire. Une femme comme des milliers d'autres au Brésil, mais d'un seul coup sortie de l'anonymat. Avec pour arme son seul courage, elle en effet réussit à faire plier une police dévoyée. Ça s'est passé le 27 septembre l'année dernière. Ma maison est envahie par des policiers. Ils sont venus dans 2 voitures du 20e bataillon. Ils ont emmené mon frère au bureau de police et l'ont gardé 2 jours. Mais ils n'avaient aucune accusation contre lui. Ils ont dû le laisser partir. Qu'est-ce qui s'est passé après? La deuxième fois, ma maison a été envahie de nouveau. Cette fois, ils étaient 8. Ils sont entrés. Ils ont battu mon frère, ils lui ont attaché les bras derrière le dos et ils l'ont tué de 13 coups de revolver. Des crimes comme celui-ci, c'est une chose banale au Brésil. Les pauvres croix de ce cimetière où l'on enterre les victimes ramassées dans la rue en sont le triste témoignage. C'est que depuis la prise du pouvoir par l'armée, des soldats et des policiers regroupés dans une organisation clandestine appelée Escadron de la Mort font régner la terreur dans les quartiers pauvres qui entourent les grandes villes. Sous prétexte d'actions antiterroristes, ils rançonnent, pillent et tuent en toute impunité. Quand le frère de Marli a été assassiné, tu habitais déjà ici? Oui. Et tu n'as rien entendu? Non, j'ai rien entendu. La chose s'est passée là-bas. Mais tu savais qu'il était poursuivi? Non. Il y a eu beaucoup de crimes ici? Non, non. C'était la première fois? Je ne sais pas, je crois. Si tu avais entendu les coups de feu, tu aurais fait quelque chose? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai peur. C'est à cette peur générale que Marli ne s'est pas résignée. Avec l'aide d'une femme juge, elle a porté plainte et a réussi, chose extraordinaire au Brésil, à passer en revue toute la police de Rio de Janeiro pour retrouver les assassins de son frère. Par 3 fois devant elle, les policiers durent se laisser dévisager. Et Marli a gagné, elle a reconnu 2 d'entre eux. Mais à quel prix? Aujourd'hui, Marli a tout perdu. Sa maison, pillée et incendiée, est à l'abandon. Elle n'a plus de travail et, menacée de mort, elle doit se cacher dans Rio. Seulement, la leçon a porté ses fruits. Depuis plusieurs semaines, les plaintes contre l'Escadron de la Mort se multiplient et les langues se délient. Par le courage de cette jeune femme de 25 ans, la justice a ainsi retrouvé une partie de ses droits au Brésil. Quel courage cette jeune femme et quelle foi dans la résistance. Vous voyez,
La terreur, là, au Brésil, est faite pour imposer le silence. Et ce courage extraordinaire de cette femme, ça a été le courage de parler, de dire non. Simplement de dire non. Et ça me fait penser d'ailleurs à d'autres femmes en France qui, à Grenoble, ont eu le courage aussi de dire non. De dire non à la logique de la terreur, à la logique de l'esclavage, je veux parler de cette affaire des prostituées, et qui, parce que simplement elles ont dit non et qu'elles ont trouvé un petit juge pour les aider, ont eu finalement plus de force, leur action a eu plus de conséquences que toute l'action qu'avaient pu mener les partis, les syndicats, l'État depuis des années, simplement parce qu'elles avaient dit non. Et je pense qu'à la veille du 14 juillet, il était bon d'évoquer le fait qu'il y a toujours dans le monde des gens qui sont capables de dire non à la fatalité de l'horreur. Parce que l'histoire montre que leur non peut renverser des montagnes. Pensez au général de Gaulle, pensez à Solzhenitsyn. Ce non, même s'il est minoritaire, même s'il est solitaire, a des conséquences tout à fait extraordinaires. Et voyez-vous, lorsqu'on évoque les droits de l'homme, on a parfois tendance à donner l'impression, moi y compris d'ailleurs, que le monde est victime d'une effroyable fatalité, fatalité de la guerre, fatalité de la terreur, fatalité de la force, et qu'on n'y peut rien, qu'on ne peut rien faire. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Non seulement on peut y faire, mais il y a toujours, je le répète, des gens, parce qu'ils disent non, qui sont capables de mettre en échec cette fatalité de l'horreur. Et là, je pense à Dom Helder Camara, que le pape a vu au Brésil, qui presque seul a réussi à mettre en échec la dictature brésilienne. Je pense à cet archevêque de Santiago du Chili, qui presque seul, isolé, a réussi à faire reconnaître par la junte chilienne des crimes qu'elle avait toujours niés. Je pense aux Afghans, qui n'ont pas d'armes, qui sont démunis, qui sont confrontés à la plus grande puissance du monde, et qui, parce qu'ils disent non, sont en train, finalement, non pas de gagner, mais de résister. Parce qu'ils continuent à dire non. Je pense à ces intellectuels, à ces universitaires du Guatemala, à ces journalistes. Tous les jours, il y en a 2, 3, 4, 5 assassinés par des escadrons de la mort. Tous les jours. Et tous les jours, il y en a des nouveaux pour dire non. Je pense aux intellectuels tchèques. Ils n'ont plus de travail, ils sont balayeurs, ils travaillent dans le métro et ils continuent à dire non. Je pense à ces paysans du Salvador. Ils sont aussi victimes d'escadrons de la mort. Tous les jours, ils sont massacrés par dizaines, par vingtaines. Et on l'a vu encore aujourd'hui, ils continuent à dire non. Je pense à ce médecin d'Iran, tout simplement parce qu'il a dit non à la dictature des mollahs, il a été fusillé, et pourtant, peut-être en disant non, il a porté un coup terrible à cette dictature. Je pense enfin à ces milliers de jeunes, d'étudiants chinois, qui aujourd'hui sont en train de gripper le système totalitaire en Chine parce qu'ils disent non, et ce sont ces gens-là qui finalement nous donnent des raisons d'espérer. Pour aller plus loin dans ce que vous disiez tout à l'heure, enfin sur un point, à San Salvador, 2 journalistes salvadoriens du quotidien d'opposition La Crónica ont été assassinés aujourd'hui, probablement par des commandos d'extrême droite. Les 2 victimes, 32 ans et 28 ans, un rédacteur en chef et son adjoint, avaient été enlevés dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Leurs cadavres criblés de balles ont été découverts ce matin en dehors de la capitale. En Iran, 17 officiers de l'armée de terre ont été arrêtés hier soir pour participation à un complot militaire. À ce propos, l'ayatollah Khomeini a affirmé ce matin un bouleversement total de structure politique du pays devait intervenir après leur coup d'État. Il y a des racines pourries qui dépendent encore de l'ancien régime ou de l'étranger, mais on va les extirper avec l'aide de Dieu. Et la population a été appelée à célébrer l'échec du coup d'État en scandant Allah est grand, d'autant plus que le ramadan, je vous disais, va commencer. On dément cependant que le général Bagheri, qui était jusqu'à il y a un mois chef d'état-major de l'armée de l'air, soit au nombre des personnes arrêtées. Quant à M. Queen, le vice-consul des États-Unis à Téhéran, et qui a été libéré jeudi par les étudiants islamiques à cause de son état de santé, caillot de sang au cerveau, il a transité par Zurich pour repartir se faire opérer à Wiesbaden en Allemagne avec l'accord de sa famille qui était arrivé ce matin même des États-Unis. Voici sa mère et son père sur l'écran de dos. Le ministère iranien de la Santé a précisé que prévenu il y a quelque temps des malaises divers qu'éprouvait M. Queen, il avait fait pratiquer toute une série d'analyses et d'examens par des spécialistes et des médecins qui ont confirmé le mauvais état de santé de l'intéressé. France, Robert Galet, le ministre RPR de la coopération, prend parti dans l'élection présidentielle de 81 par une interview publiée ce matin par notre confrère L'Est éclair. M. Galet annonce qu'il soutiendra de tous ses moyens, dit-il, la candidature de M. Giscard d'Estaing, et le ministre ajoute qu'il souhaite ardemment que le président de la République sollicite le renouvellement de son mandat.
M. Michel Poniatowski a annoncé aujourd'hui à Marseille qu'il demandait à être entendu par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire de Breuil. L'ancien ministre d'État a précisé qu'il adresserait dès mardi au président de cette commission une lettre, je cite, particulièrement importante, dans laquelle M. Poniatowski souhaiterait que l'audition eût lieu dans les plus brefs délais. Le Parlement européen, élu en juin dernier, célèbre le premier anniversaire de son installation en juillet. À l'heure où l'Europe paraît devoir trouver une identité propre et où elle désire affirmer sa force face aux superpuissances, quel est le bilan de l'Assemblée de Strasbourg? Le voici présenté pour vous par Jean-Louis Dessay. Le Parlement européen a clairement montré que, fort de la légitimité que lui conférait son élection au suffrage universel direct, il entendait poser les questions politiques fondamentales pour l'avenir de la communauté. En 12 mois, l'Assemblée européenne est effectivement devenue une tribune internationale à part entière. Enrico Berlinguer, par exemple, a préféré venir parler de l'invasion de l'Afghanistan à Strasbourg plutôt que de le faire chez lui à Rome. Et même ceux qui étaient réservés il y a un an à l'égard de l'Europe sont aujourd'hui beaucoup plus offensifs ici, et dans leur langage et dans leur vote, que lorsqu'ils sont devant leurs parlements nationaux. Ce Parlement a certains défauts comme tous les parlements du monde, mais aussi de grandes qualités. Certains observateurs français vous diront peut-être « ce Parlement, c'est une chose terrible, il est trop vif, passionné, imprévisible, on ne sait jamais à l'avance les décisions qu'il va voter, tout cela n'est pas convenable ». Je dis qu'ils ont tort. La vérité, c'est qu'un Parlement véritable, c'est un Parlement imprévisible, vif, passionné, c'est cela. C'est le contraire d'une chambre d'enregistrement des volontés gouvernementales, le contraire de ce Parlement nécropole frappé de torpeur et de langueur, qui est le Parlement de la Ve République. Cette Assemblée, qui fait partie de la communauté économique européenne, n'a pas rempli sa fonction économique. Par contre, surprise, un bilan politique satisfaisant. Nous avons été bien avant les gouvernements, et quand même ils étaient hésitants, une espèce en quelque sorte de conscience de l'Europe. Nous avons dit non aux Jeux Olympiques, avant les gouvernements européens. Nous avons été beaucoup plus fermes dans la condamnation de l'Union soviétique quand elle a envahi l'Afghanistan. Nous avons été fermes sur la prise des otages en Iran. Et nous avons été suivis avec beaucoup de retard par les gouvernements. Donc en quelque sorte, une espèce de réaction politique saine et satisfaisante. Cela n'empêche pas qu'il subsiste des réticences. On accuse tour à tour l'Assemblée européenne d'offrir le spectacle d'un happening permanent ou de négliger les sujets vraiment concrets. C'est le cas du Parti communiste français, c'est le cas également des élus minoritaires qui savent pourtant bien valoriser leur action, parfois même avec éclat. C'est le bilan d'un Parlement qui ne respecte pas ses propres règles et qui est géré par une classe représentante des classes moyennes, bureaucratiques et parasitaires qui gèrent leur pouvoir, je crois, surtout dans la défense des intérêts de ceux que jadis on appelait les marchands de beurre et de canon. Le budget que nous aurions dû voter à la fin de l'année dernière, finalement, il vient seulement d'être approuvé avec 7 mois de retard. Ça montre, je crois, vraiment que cette Assemblée, qui était partie pour tout casser, ne casse vraiment rien. Mais alors, quelle est la première mesure que vous souhaiteriez voir prise pour améliorer ce fonctionnement de l'institution? Oh, je crois qu'il faudrait que, pour que ça aille mieux, il faudrait que les vrais problèmes viennent en discussion. Il y a des problèmes qui sont nés de la crise, qu'il s'agisse du chômage, qu'il s'agisse de la fermeture des entreprises, des problèmes agricoles. C'est-à-dire élargir les compétences? Non, c'est discuter des vrais problèmes pour lesquels l'institution a été créée. Mais on ne discute pas de tout cela. On fait le tour du monde sur les problèmes des droits de l'homme. Une chose est sûre, tout le monde ici souhaite voir aménager le règlement de l'Assemblée. Les débats sont souvent interrompus, l'absentéisme est aussi chronique que dans les parlements nationaux, et la minorité s'obstine toujours à faire de l'obstruction. Et puis, face aux défis des années 80, beaucoup considèrent comme vital de donner rapidement un nouvel élan à la communauté. Il faut une réflexion extrêmement profonde et beaucoup d'imagination pour arriver à repenser les équilibres européens et la conception même de l'Europe. Il y a là, et je parle en termes flous parce que je ne suis pas capable de donner des suggestions précises, je crois que toute la réflexion est à faire sur une nouvelle conception européenne. Je crois qu'on a un effort d'imagination à faire qui est aussi grand que celui qui a été fait dans les années qui ont précédé le traité de Rome. Reste enfin le problème du siège de l'Assemblée, Strasbourg, Luxembourg ou Bruxelles. Un an après, c'est toujours le statu quo, même si une enquête officieuse auprès des députés montre que 34 d'entre eux seulement préfèrent Strasbourg, contre plus de 200 en faveur de Bruxelles. Mais cela, à Strasbourg, on évite d'en parler.
En Asie, la situation reste très tendue entre la Chine et le Vietnam. Pékin a demandé aux Nations Unies d'intervenir pour faire cesser les actes d'agression vietnamiens afin de permettre la reprise des opérations d'aide internationale au peuple cambodgien. Les Chinois demandent à M. Waldheim, secrétaire général de l'ONU, d'exercer immédiatement son autorité dans ce sens. Au Caire, après une interruption de 2 mois, les Égyptiens reprennent demain avec Israël les conversations sur l'autonomie palestinienne. Le climat n'est pas bon et les dépêches parlent de désenchantement. Rappelons que le président Sadat a cependant déclaré que les élections américaines donneraient une nouvelle impulsion au processus de paix au Proche-Orient. Il y a exactement 2 ans aujourd'hui, près de Tarragone en Espagne, l'explosion d'un camion-citerne chargé de propylène avait causé la mort dans des conditions affreuses de 190 personnes au terrain de camping de Los Alfacues. Depuis, l'enquête a amené l'inculpation de plusieurs responsables de haut niveau appartenant à des sociétés qui avaient vendu ou stocké ou transporté le liquide dangereux. Les peines de 6 à 9 années de prison sont demandées contre eux. En même temps que sur les sanctions pénales, la justice espagnole devra statuer au civil sur des indemnisations dues aux nombreuses familles des victimes. Il y avait beaucoup de campeurs français à Los Alfalques ce 11 juillet 1978. 60 d'entre eux sont morts, 20 ont été atteints de brûlures graves. Les responsabilités au plan civil retombent sur des sociétés filiales de l'Impétrol, elles-mêmes dépendantes de l'État espagnol. Leur solvabilité est donc certaine. Mais les familles des victimes, pour la plupart groupées en un syndicat de défense, attendent encore que soient fixées leurs légitimes indemnités. Nous avons envisagé de demander une somme globale de l'ordre de 3 milliards de centimes. Ça ne veut pas dire que nous les obtiendrons, mais il est nécessaire, compte tenu du particularisme de la législation espagnole, de demander cette somme pour espérer en avoir une qui sera d'un peu moins de la moitié. La procédure dure tout de même depuis 2 ans. Alors quand espérez-vous une décision? Il est vrai qu'elle dure depuis 2 ans, mais je dois quand même préciser que si nous étions en France, ça n'irait pas plus vite. Ceci précisé, nous pouvons espérer qu'une décision interviendra courant octobre ou novembre, puisque le dossier est totalement prêt et qu'il est déjà renvoyé devant le tribunal de Tarragone. Sport automobile, demain c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Brands Hatch. Aux essais, Arnaud a eu un gros pépin avec sa Renault, plus de peur que de mal, mais la voiture est quasiment en miettes. Cela dit, Pironi et Lafitte, les plus rapides aux essais, partiront en première ligne. Tennis maintenant avec le double Suède-Italie en Coupe Davis. Surprise hier à Rome quand Adriano Panatta, numéro 2 italien, s'est incliné en 5-7 devant le jeune Simonson, laissant entrevoir aux Suédois la possibilité d'une victoire inattendue. Cet après-midi, par contre, malgré une blessure au dos au 3e set, Panatta et son partenaire Paolo Bertolucci se sont facilement imposés en 3-7 face aux frères Simonson, ce qui permet aux Italiens de mener 2-1 et de n'avoir besoin que d'1 point pour accéder à la finale contre l'Australie. La Tchécoslovaquie, pour sa part, s'est facilement qualifiée aux dépens de la Hongrie sur le score de 3-0. En juillet, aux courses, on court chaque dimanche sur un hippodrome différent. Demain, c'est Auteuil, donc un obstacle. Le tiercé se dispute dans le Prix de la Source, une course de haie réservée aux poulains et pouliches de 4 ans. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. War Legend, le 3, qui vient de bien courir dans un lot meilleur. Fils des Cajols, le 4, qui aimerait un terrain lourd. Echo, le 9, qui revient en haie après avoir couru en steeple. Tracolem, le 2, qui a surpris la dernière fois par son bon résultat. Val d'Ajol, le 12, très allant. Dom Lully, le 5, qui reste sur une victoire. Et puis Vernizzi, le 10, et Double Prince, ou Double Prince, je ne sais pas si c'est français ou anglais, le 11. Le 16, Forgeron et non partant. Tour de France cycliste, malgré l'abandon l'autre jour de Bernard Hinault, la grande épreuve de nos confrères, l'équipe et le Parisien libéré demeurent passionnantes, avec le duel des deux Néerlandaises, Houtmelk et Kuiper, qui méritent l'un et l'autre par leur persévérance de remporter le Tour au moins une fois dans leur carrière. Mais aujourd'hui, c'était une étape de transition où l'on se reposait un peu des Pyrénées avant d'aborder les Alpes. Montpellier-Martigues, l'étape a cependant été très animée puisqu'elle a été courue à plus de 40 de moyenne. On aurait aimé une victoire de Bernard Thévenet, 2 fois vainqueur du Tour. Il a terminé 2e derrière Bernard Vallet. 3e, Tozo, tous 3 séparés par quelques secondes. 4e, Sean Kelly, qui a battu un gros peloton avec le maillot jaune Zoetemelk. Bernard Thévenet passe la ligne, ça fait plaisir de le voir en si bon rang. Personne n'a oublié ses victoires. Demain, 16e étape, Tretz-Pralou, avec une arrivée en altitude après un parcours parsemé de difficultés.
Après-demain, le 14 juillet, marque le 100e anniversaire du choix du 14 juillet comme fête nationale française. C'est la première fois que la République a célébré officiellement le 14 juillet, c'était le 14 juillet 1880. Demain, nous diffuserons 3 émissions à propos de ce centenaire. Au début de l'après-midi, un concert autour du thème de la Marseillaise. Vers 16h30, l'évocation du 14 juillet d'il y a 100 ans. Et le soir, après ce journal télévisé, nous essaierons de vous expliquer comment eut lieu la prise de la Bastille et ce que le 14 juillet représente de nos jours dans le monde. Nous continuons en cette année du patrimoine notre série des 100 chefs-d'œuvre. Le Cardinal de Richelieu par Philippe de Champaigne, qui date de 1635, instaurant en France la tradition du portrait en pied. C'est Georges Mathieu, maître de l'abstraction lyrique, qui le présente avec une réelle passion, montrant que les vrais initiateurs de l'avant-garde, eh bien, ma foi, ce sont les grands peintres classiques. Nous sommes ici devant un portrait, bien entendu, mais ce que j'appellerais le prototype du portrait. Et en plus, c'est aussi le prototype d'une œuvre française. Ce portrait de Richelieu date de 1635. Il est éclatant de cette époque du XVIIe siècle qui est le règne de la psychologie, psychologie que l'on retrouve dans les œuvres littéraires chez Racine, chez Pascal, chez La Rochefoucauld. Le XVIIe siècle voit une très grande vogue des portraits. Pourquoi? Parce que, après ces guerres de religion, la société a besoin de s'appuyer de nouveau sur la famille et sur le patrimoine, justement. Philippe de Champaigne vient du Nord et de la Flandre. Il arrive à Paris en 1720. Il sera le peintre de Louis XIII et de Louis XIV. Je dirais que Philippe de Champaigne est au portrait ce que Chardin est à la nature morte. Ce qui frappe, c'est cette simplicité extrême pour un portrait d'apparat. Ensuite, la petitesse de la tête qui donne à ce portrait à la fois sa majesté et sa grâce. Cette composition pyramidale est tout à fait symbolique de l'État. L'État que représente Richelieu presque à lui tout seul. Vous y voyez les rigueurs de cette ligne, le prolongement de la tête, de la main gauche, de la main droite jusqu'à la barrette, barrette qui est d'un rouge un peu plus vif que celui du manteau et qui donne au tableau sa vie également. Cette composition est non seulement rigoureuse, mais elle est souple et elle allie à la fois le traitement merveilleux et très habile des étoffes avec la sérénité intérieure du modèle. Ainsi, l'on peut penser que ces remous des révoltes et dans le peuple ou les mouvements politiques s'assument de plus en plus on monte et on voit des plages de sérénité dans la partie supérieure. C'est un chef-d'œuvre parce que, justement, il s'intéresse moins à l'apparence physique qu'à ce qui témoigne véritablement de la permanence qui est appréhendée dans son essence. Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre? Je dirais que c'est un tout supérieur à la somme de ses parties. C'est bien le cas ici, et je crois qu'à ce titre, ce tableau fait doublement partie du patrimoine de la France, étant donné qu'il est Richelieu et qu'il est Philippe de Champaigne. La météo, il fera assez beau temps demain sur les régions méridionales, avec même de belles éclaircies près de la Méditerranée. Ailleurs, le ciel sera le plus souvent nuageux, avec le passage d'une zone faiblement pluvieuse d'ouest en est. Les pluies se renforceront en soirée sur le nord-ouest. Le dernier journal vous sera présenté par Gérard Holtz. Demain, nous avons plusieurs rendez-vous. Bonsoir, merci.